Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 janvier 2023. Et c'est toujours aussi dur pour moi de me rappeler le jour, le nom, le mois, l'année dans laquelle je navigue. C'est assez curieux, mais j'ai l'impression d'évoluer comme une fleur, probablement, ou peut-être comme une biche. Voilà, je sais pas. Enfin bref, comme un animal qui n'a pas besoin de ces constructions que nous avons faites, les jours, les minutes, les heures, les mois, les années, pour évoluer. Et en fait, c'est une bénédiction que nous ayons trouvé, que nous ayons fait toute cette construction. C'est ce qui nous permet d'évoluer avec une densité et une intensité aussi forte, même si nous ne savons pas où nous allons, nous y allons, quoi qu'il arrive. Et sur la mécanique universelle, je dis que nous allons vers notre perfection. L'humanité, dans son ensemble, c'est l'humanité qui va vers son ultime perfection. Évidemment, il y a quelques éclaireurs qui, tout le long de cette route, depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, pour passer de la nature à la culture, aux lois de la culture, et que nous créons cette évolution, il y a des éclaireurs qui vont expérimenter ou qui ont l'intuition déjà de ce cheminement de l'évolution de l'humanité. C'est le cas des grandes religions, des fondateurs des grandes religions, enfin des grands mystiques des religions qui ont imaginé que l'humanité allait vers ce qu'ils nomment par exemple l'apocalypse dans les religions monothéistes et dans les religions cycliques de l'autre côté de l'hémisphère, enfin de l'autre côté du côté asiatique. Et la vision cyclique, c'est la même chose, simplement c'est un cycle qui se reproduit. Et l'humanité, dans ce cas-là, évolue évidemment vers l'âge d'or. Et l'âge d'or, c'est l'âge de la perfection. Et donc, la mécanique universelle, ma théorie, essaie de démontrer que nous allons effectivement vers cette finalité, sans le savoir pour l'instant encore, mais nous sommes un petit peu à la limite de commencer à prendre conscience de notre sens, de où nous allons. C'est quelque chose, à mon sens, qui va commencer à intéresser la science, la philosophie, la pensée, peut-être très très rapidement, à mon sens. Voilà. Et donc, pour démontrer toute cette théorie, j'essaie de picorer un peu dans des ouvrages, voilà, un peu au hasard. Et en fait, ça n'a pas un but philosophique, c'est pas un cours, par exemple, là je suis en train de déblatérer à partir de l'anarchisme, et ça, c'est pas quelque chose de philosophique au sens classique du terme, c'est-à-dire un cours de philosophie ou quelque chose qui expliquerait l'anarchisme. Le travail n'est pas sur l'anarchisme, le travail est sur l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Et j'essaie de m'appuyer un petit peu comme des prétextes pour développer cette théorie. Voilà. Donc,
ce que je peux en dire, il vaut mieux quand même le vérifier. Alors là, c'est la troisième partie que je consacre à Pierre-Joseph Proudhon. Voilà, dont la phrase culte est « la propriété, c'est du vol ». Je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes. Je vais commencer à lire et je commente s'il le faut, et je découvre en même temps. Mais cette justice que Proudhon rêve d'introduire dans la société resterait irréalisable si elle ne déterminait la vie de chacun de nous. Pas de défenseur plus ardent de la famille et des mœurs que ce révolutionnaire tant décrié. Il est intraitable, parfois à l'excès, quand il s'agit de la pureté des mœurs, de la sainteté du mariage et de la discipline familiale. Eh bien, voilà, c'est assez paradoxal. C'est pour ça que l'anarchisme est quand même mais comme toutes les idéologies, quelque chose qui est assez explosé, éclaté, on va dire, en termes de même si le mot n'est pas très judicieux, de façon de penser. Et d'autant plus que c'est la liberté de chacun qui est à l'œuvre et qui est soutenue. Et donc, évidemment, c'est des individualistes qui pensent avec chacun leur propre vision de ce qu'ils entendent par anarchisme. Et donc, les défenseurs de la famille et des mœurs, bien des anarchistes n'accepteraient pas cette autorité sur eux-mêmes. Donc, il est intraitable, parfois à l'excès, quand il s'agit de la pureté des mœurs, de la sainteté du mariage et de la discipline familiale. Il déclare que tout attentat à la famille est une profanation de la justice, une trahison envers le peuple et la liberté, une insulte à la révolution. Et alors, évidemment, si on fait tomber, comme c'est le désir de l'anarchisme, de faire tomber l'État qui est oppressif de l'individualité, évidemment, il faut qu'il y reste un cadre d'éducation, un cadre qui protège l'individu, etc. Et c'est la famille par déclinaison. Maintenant, voilà, on sait que on peut se rendre compte que le monde ne peut pas être dans cette liberté sans État. L'individu ne peut pas se gérer. On n'a pas encore acquis. On y arrivera. L'humanité arrivera à ce que chaque individu ait un principe de responsabilité suffisamment développé pour qu'il ne soit plus ni un danger pour autrui, ni qu'il perturbe la vie des autres, et donc on parviendra à un système où la liberté sera absolue. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a des choses importantes à comprendre à travers l'anarchisme. Je pense que l'anarchisme est une idéologie futuriste, d'ultra avant-garde, mais elle n'est pas applicable aujourd'hui. On ne peut pas se passer encore d'État dans le système. On peut en rêver, on peut l'imaginer, on peut évidemment défendre ce point de vue-là, mais force est de constater que la conscience humaine n'a pas encore atteint
le palier à partir duquel l'individu peut être maître de lui-même suffisamment pour ne pas abîmer la liberté d'autrui. Voilà, pour ne pas oppresser autrui. Nous sommes encore... Alors, évidemment, il y a des choses à faire évoluer au niveau de l'État, au niveau justement de la domination des hommes sur les autres. Et voilà, ça veut dire que l'humanité n'a pas encore atteint évidemment sa perfection et qu'il y a beaucoup de travail encore à réaliser pour avancer vers cela. Ajoutant que c'est encore la foi inébranlable en la justice qui l'empêche de prôner une révolution violente. Je ne suis pas un bousculeur, aimait-il à affirmer. L'anarchie positive se situe au terme d'une évolution pacifique qu'il nous appartient d'accélérer en faisant triompher la justice dès à présent dans la mesure de nos moyens. Et ça, je serais vraiment d'accord avec ce genre de révolution douce, en fait. De révolution qui... Alors, c'était bien avant la révolution russe, par exemple, et évidemment, il y a eu des fois où il a fallu passer par la violence. On voit que globalement, elle ne réussit pas quand le système n'est pas un système trop oppressif. En démocratie, par exemple, la violence ne passe pas parce que il y a d'autres moyens de contestation, il y a d'autres moyens de faire évoluer les choses. Voilà. Par contre, quand on est face à un système qui est trop immobile, qui ne veut pas évoluer, qui n'entend pas le peuple et ses aspirations à plus de liberté, plus d'égalité, plus, etc., etc., eh bien, c'est la violence qui s'impose. Quoi qu'il arrive, l'évolution de l'humanité ne s'embarrasse pas de blocage. C'est un grand fleuve, l'évolution de l'humanité, et quand il y a quelque chose qui ne peut pas plus évoluer, eh bien, s'il faut utiliser la violence, elle utilise la violence. C'est ce qui a amené 1789 et c'est ce qui a amené la révolution russe, etc. Voilà. Et qui servent après de modèle concurrent au modèle en place, en fait. C'est ce qui s'est passé avec le communisme. Ça a été le pendant du libéralisme, du capitalisme qui s'imposait. Et donc, il a été une sorte de moralisateur du capitalisme, au fond. Voilà. Donc, on continue. Proudhon et l'autogestion. L'actualité de Proudhon repose surtout sur le fédéralisme autogestionnaire dont il n'a cessé de préciser les grandes lignes. Hostile autant à l'autorité de droit divin qu'à la fiction du contrat social rousseauiste, il établit un système contractuel et mutualiste, applicable à la fois au domaine politique et à la vie économique. On assiste ainsi chez lui à l'édification simultanée de deux constructions, l'une politique et l'autre économique, dont l'autonomie respective est la condition même du dynamisme d'un ensemble pluraliste. Alors, évidemment, l'économie à l'époque et l'économie libre, c'est-à-dire le libéralisme, était l'avant-garde. Hein. C'était un petit peu antérieur à ça, mais c'était ce qui promettait le plus de liberté, au fond, et de possibilité d'agir de façon individuelle. La seule chose, c'est qu'il fallait, alors, à ce moment-là, dans un système comme cela,
pour qu'il n'y ait pas d'accumulation d'un côté et donc de possibilité de s'acheter la liberté d'autrui, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que le problème de la richesse, c'est que dans un modèle comme le modèle capitaliste, des hommes peuvent accéder à un niveau de richesse qui leur permet d'acheter d'autres hommes ou d'acheter de la propriété déjà, ou d'agrandir de façon monstrueuse la propriété aux dépens d'autrui. C'est ce qui se passe par exemple avec les sans-terre au Brésil ou ailleurs, où les grandes compagnies qui sont en train d'acheter des espaces inouïs un peu partout. Voilà, c'est un problème parce que ça se fait au détriment d'autrui. Donc, c'est là où le système doit trouver une régulation. Et pour l'instant, il n'y a que l'État, qu'un système étatique qui peut faire cette chose-là. À mon sens, c'est problématique parce que l'État est en perte de vitesse depuis l'arrivée du néolibéralisme, depuis que le libéralisme a vaincu le capitalisme, il a sombré dans la toute-puissance, et donc c'est devenu ce néolibéralisme. Et le néolibéralisme est ultra-libéral, est plutôt proche, voilà, sa vision, elle est plutôt libertarienne, c'est-à-dire moins d'État, le moins d'État possible. Et donc, c'est ce qui s'est passé depuis 30 ans, l'État est en déliquescence. Et donc, derrière l'État, tout ce qui est lié à l'État, c'est-à-dire les hôpitaux, l'école, les prisons, etc., tout est en déliquescence vis-à-vis dans un système où l'État est en déliquescence. L'entretien des villes, etc., tout est... on se retrouve avec ce problème-là. Donc, le libéralisme, l'ultralibéralisme, ça, à mon sens, ça ne fonctionne pas. De laisser aux dominants la possibilité d'organiser, enfin, de laisser un système s'organiser avec le moins d'États possible. On le voit aux États-Unis, les villes, le nombre de gens qui sombrent dans la pauvreté, etc., des rues entières avec des SDF. Voilà, c'est un modèle qui n'a pas assez d'empathie envers autrui pour être viable. Donc, il y a quelque chose qui doit être réfléchi à ce niveau-là. Donc, l'autogestion, dont l'ambition est de transférer le pouvoir du sommet à la base, découvre ainsi en Proudhon son premier, son plus important théoricien. L'opposition entre le socialisme d'État et le socialisme autogestionnaire, qui tout au moins dans les pays de l'Est est devenu un des problèmes majeurs de notre époque, se trouve nettement préfigurée dans la manière dont Proudhon s'efforce de se démarquer de son émule et adversaire politique Louis Blanc. Et évidemment, on voit, c'est le socialisme d'État est un problème aussi, s'il lui manque des libertés, justement. Le collectivisme, le problème du collectivisme en Russie a été qu'il n'a justement pas écouté l'anarchisme, la partie anarchiste de cette pensée révolutionnaire.
Parce que sinon, il aurait compris que la liberté est fondamentale, qu'il ne faut pas oublier la liberté. Et c'est le problème. En fait, le communisme russe, le communisme de l'URSS, a oublié deux choses fondamentales, a écarté deux choses fondamentales. La liberté que prônait l'anarchisme, mais également le capitalisme, le libéralisme. Donc, cette partie de liberté était absolument nécessaire pour l'être humain. Il ne peut pas, malgré la bonne volonté d'un système qui prône la fraternité, l'égalité et des valeurs vraiment somptueuses, hein, on pourrait dire, de très belles valeurs, la paix universelle, etc. C'était ça qui était prôné dans le modèle de l'URSS. L'égalité entre hommes-femmes, il y avait des choses qui étaient vraiment très très intéressantes. Mais le fait de priver l'homme de liberté, c'était suffisant pour faire quelque chose qui était détestable. L'autre chose détestable, c'était de le priver de spiritualité. Et ça ne fonctionne pas non plus. Si vous écoutez les vidéos précédentes que j'ai faites, vous verrez que l'idée qu'il y ait plutôt du divin qu'il n'y en ait pas, donc le fait que le spirituel soit plus intelligent que l'athéisme dans la création, fait que le bon sens populaire ne se contente pas du matérialisme. C'est pas possible pour lui. Ni de l'absurde, ni... Voilà. Donc, en s'écartant le spirituel et la liberté, le communisme, évidemment, est tombé dans les excès et dans l'horreur, hein, voilà, dans l'échec. Ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Voilà, bon, j'ai fini laborieusement. Je suis désolé, je respire comme une clé à molette. Et donc, mon esprit est faiblement oxygéné. Voilà. À très bientôt. J'espère que ça va s'améliorer pour les prochaines vidéos. Merci en tout cas de votre écoute.